vous l'avez certainement lu, et après je reviendrai vraiment sur la réduction des risques. Mais il y a eu donc cet avis de la Commission nationale des droits de l'homme, où ils s'expriment assez bien, ils disent le statu quo ne saurait être une option envisageable au regard de l'échec du dispositif répressif actuel. Et parce qu'on est tous d'accord sur l'échec de la prohibition depuis au moins 50 ans, et, disent-ils, de l'indigence des politiques de prévention et de santé publique actuellement en vigueur. Et c'est vraiment ce « et » qui m'intéresse, de même que dans la réduction des risques, cannabis, substance peu ou pas dangereuse chez l'adulte, encore une fois, combustion mise à part, mais chez l'adolescent, c'est là où on devrait se focaliser sur tous les efforts de réflexion. On rejoint donc l'idée, si tu veux, de la prévention primaire, et si on légalise, on légalise, c'est un vrai souci que de travailler réellement un plan national qui puisse justifier cette modification législative importante, parce que comme on l'échangeait tout à l'heure entre nous, le XXe siècle a été une vraie catastrophe des deux côtés. La prohibition n'a fait qu'enrichir mafia sans frontières et, si j'ose dire, se dévoyer en guerre aux drogués plutôt que guerre à la drogue, comme on voit que la guerre à la pauvreté est en train de se dévoyer en guerre aux pauvres. Et de l'autre côté, la légalisation, c'est quand même ce qui tue en France 130 000 personnes par an. Tabac, 79 000 et alcool, 49 000. Donc, ni l'un ni l'autre, votre honneur, tu vois, ne suffisent. Donc, il faut choisir entre le gris et le gris. Bien évidemment, la prohibition étant contre-productive, je sais quel gris je vais choisir, mais pour choisir entre le gris et le gris, je voudrais que notre pays soit capable de se mettre à travailler pendant 1 an, 2 ans, en termes de consensus. Là, s'il y a bien une conférence de consensus, et pas simplement avec les experts, pour que on puisse préparer ce qui n'existe pas encore en France, c'est-à-dire une protection par rapport à la légalisation. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait des mineurs qui sont, si j'ose dire, les principaux vulnérables, tu vois, en parlant de réduction des risques, parce que ça va être interdit aux mineurs. Aucune société responsable ne va promouvoir la vente de cannabis régulée aux mineurs. Donc ce sont les seuls qu'on va laisser, encore une fois, aller dans les cités. Ou alors il faut faire confiance aux buralistes pour qu'ils fassent comme avec les jeux et les paquets de tabac, et qu'ils vendent quand même aux mineurs. Les addictions, s'ils sont un problème mondial, à mes yeux, trouvent des solutions locales. Et c'est ce que j'ai entendu encore depuis ce matin et qui me touche toujours. C'est-à-dire, je vois la difficulté à l'échelon national, à l'échelon européen, de trouver quelque chose qui soit autre que des textes sans cesse retravaillés, pour pas dire du verbiage absolument terrifiant. Si j'avais une définition à donner de la réduction des risques, alors elle ne va pas être scientifique, quoi, par les vrais pratiquants de la réduction des risques. C'est cet art de ne pas dire des conneries. C'est cet art de montrer, si tu veux, des diapos qui sont moins importantes que ces patients. C'est cet art de connaître le matériel pour l'humain. Quelque chose de pratique. Or, à l'échelon européen, on ne connaît plus ces choses-là. Les experts sont nommés pour d'autres choses. D'où l'importance de votre mobilisation, et je dirais même, d'où l'importance observée avec vraiment beaucoup d'émotion, et je vous le dis avec authenticité, voilà, votre dynamisme, c'est toujours par rapport à nos patients, on va le dire comme ça, qui sont déjà des ennemis de la vie ordinaire, de voir que ceux qui s'en occupent sont aussi un peu dans le pas de côté, en tout cas du côté de la vie. Et ce que je ressens, et ce pourquoi nous soutiendrons avec Jean-Pierre vraiment le programme Artan, et si on peut voir faire quelques autres choses avec Daniel Jourdain-Méninger avant qu'elle s'en aille, c'est qu'à l'échelon local auquel vous opérez, vous êtes une équipe manifestement vivante et qui a déjà compris que la réduction des risques, c'était pas du blabla, c'était les mains dans le cambouis, et qu'après on en faisait peut-être un jour des grandes phrases, des considérations générales.
Ce qui a plombé l'approche des addictions, c'est qu'on a eu tellement de choses intelligentes de dites. Et c'est terrible pour tous les intellectuels que nous sommes de voir qu'il y a aussi des formes de savoir qui ont été aussi peu protectrices. Là, la réduction des risques, c'est de la protection. C'est de la protection avec une difficulté qu'on peut retrouver dans la phrase d'un hématologue qui s'appelait Bernard Dreyfus, et qui disait « La science est là pour édicter des lois générales. Mais en médecine, il y a autant de cas qu'il y a d'individus. » C'était une vieille phrase, mais moi, elle m'a beaucoup aidé. Parce que ça veut dire aussi qu'il faut connaître ces lois générales, qu'on ne peut pas faire que de l'écoute, tendre la main, du bon café, etc. Il faut connaître les choses de la science, mais pas la science, encore une fois, comme Daniel Blake, c'est-à-dire un truc délirant comme ça, qui soit la circulaire 4216, qui permette de dire inscrivez-vous, et éventuellement balader votre souris de haut en bas sur l'ordinateur. La réduction des risques, elle doit combattre ce qu'on a entendu de façon incroyable tout à l'heure, c'est-à-dire cette différence à quelques centaines de kilomètres, quelques milliers de kilomètres d'une île à l'autre. Ce qui nous dit bien à quel point, on parlait de combat, de résistance, mais à quel point ce qui décide d'une politique sanitaire, d'une politique de santé des addictions, ou de son absence, c'est bien le politique. C'est anormal que ça soit cette volonté politique, au sens le plus vulgaire du terme, et pas au sens grec ou démocratique du terme, qui l'emporte sur le factuel, sur le résultat. On le voit avec des chiffres, par exemple, j'entendais même Daniel le citer ce matin, qui sont les chiffres des saisies. Quand on sait que les saisies de cannabis, dans le meilleur des cas, ça représente 3%, 4%, 10% de ce qui circule, par exemple, dans notre pays, ou que les chiffres d'ecstasy, il faut sortir de ça, il faut se donner de nouveaux paramètres. C'est combien de consommateurs en moins, combien d'infections VIH en moins, combien de VHC en moins, combien d'overdoses en moins, combien de situations difficiles, sociales ou délinquantes en moins, combien de séjours en prison en moins. Il faut qu'on soit capable, tous issus de la réduction des risques et de ce pragmatisme, de proposer de nouveaux items qui ne se limitent pas au nombre de kilos ou de tonnes qui sont saisis, qui n'ont, enfin pour nous, si j'ose dire, médecins, scientifiques, professionnels de santé, qui sont des expressions que j'aime pas, professionnels de santé, acteurs de santé éventuellement, qu'est-ce que c'est que ce chiffre? On est en index de la mafia. On va se réjouir des saisies de 2000 kilos. On sait que ça ne change rien, même pas un centime au prix du gramme de cocaïne ou du gramme de cannabis. Donc, que la réduction des risques, ça soit avant tout de l'approche bien évidemment humaine, mais avec cette exigence, je vous le disais quand même, d'un cadre aussi général. On ne fait pas ça simplement pour découvrir, on fait ça pour aider, comme ça a été dit ce matin, ceux qu'on dit vouloir vraiment aider. On revient finalement à un principe hippocratique, aider les patients à céder, avec un S apostrophe, et pas un C évidemment, ça vaut mieux le S, parce que c'est ça le but de la réduction des risques. Cette réduction des risques en France, on l'a eu sida induite. Soyons honnêtes, on ne savait même pas ce que c'était avant d'avoir l'intersection sida, toxicomanie par voie veineuse. C'est-à-dire il a fallu déjà voir les réactions de 1986-87 quand Madame Barzac demande à toute allure à François Rodolphe Ingold et à d'autres de faire un moratoire pour montrer qu'il existe un changement de comportement possible, pour se rendre compte le délire intellectuel dont je vous parlais. Et là débouche la réduction des risques. C'est quoi le délire intellectuel? C'est qu'à l'époque, quand on est chargé de faire ça, plusieurs, on va lire sur ce qui est écrit sur le partage du matériel d'injection, c'est-à-dire essentiellement le partage de seringues. Ça fait à peu près 1 mètre cube. Dans ce mètre cube, il y a tout. Tous les délires les plus intelligents les uns que les autres. Il y a le moi peau dans les yeux, il y a des hypothèses anthropologiques, tribales. Je vais m'arrêter là,
je risquerais d'être désagréable pour tellement d'intelligence inutile. Parce que dans ce mètre cube, nulle part il est écrit, nulle part, je vous l'assure, et on peut reprendre les publications de l'époque, que si les usagers de drogue partagent leurs seringues, c'est parce qu'elles sont difficiles à trouver. Donc c'est pour ça que j'aime la réduction des risques, et je vous dis, ça évite d'être con longtemps, et que ça évite également de tuer des gens par conneries.